Ok, donc on va passer sur la partie 2. Alors, après la structuration des différents, du bâti et des différents systèmes, on va parler des données conventionnelles, donc données climatiques, données d'occupation, d'usage. Donc voilà, c'est dans cette partie-là qu'on va définir des comportements moyens au niveau usage et aussi météo, quoi. D'accord, donc là, il y a une phrase ici qui explique que donc, ce n'est pas adapté à la prédiction des consommations énergétiques futures. Donc ça veut dire, donc ça c'est deux extraits de la réglementation thermique, et ça veut dire que on n'a pas un caractère prédictif des consommations. Donc en gros, euh, on ne peut pas estimer vos futures consommations quand on fait l'étude thermique. On va s'en rapprocher certainement. On a un ordre de grandeur, mais c'est pas le but, puisque là, on se base en fait sur des scénarios moyens. D'accord? Donc c'est ce qui est dit un peu après, le plus proche possible des conditions moyennes. Donc la moyenne en France, je sais pas, ça peut être 2 adultes, 2 enfants, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc c'est sûr que si vous êtes une famille nombreuse ou l'opposé, vous allez vivre seul dans votre maison, dans votre logement, du coup le scénario qui est pris pour faire le calcul n'est pas du tout adapté à votre consommation. D'accord, c'est pas le but. Le but, ça va être plutôt de comparer, en fait, de placer la maison par rapport aux autres. Donc c'est pour ça que tous les types d'usage auront exactement le même scénario. D'accord, donc si on est sur une maison, peu importe, on prendra toujours le même scénario, peu importe les personnes qui habiteront dedans. Et de toute façon, même si on cherchait à faire le calcul pour votre consommation réelle à vous, ça ne veut pas dire que quand vous allez revendre votre maison, les gens qui vont arriver derrière auront exactement le même comportement que vous. Donc, du coup, voilà, pour les suivants, ça ne voit rien, pas dire grand-chose, ça marchera que pour vous. Donc c'est pour ça qu'on se base sur des systèmes moyens, donc des scénarios moyens, et donc du coup on peut pas prédire les consommations. Par contre, bon, quand même, ça donne un ordre d'idée assez correct, je pense, mais voilà, faut pas trop se baser dessus non plus. Alors au niveau des données, on va avoir des données climatiques. Donc j'ai écrit en bas que la base de données se base sur une année type de référence, donc sur la période de janvier 1994 à décembre 2008. Donc pendant une quinzaine d'années, là, on a pris tous les fichiers météo qui nous intéressaient et bon, je sais pas, derrière de faire des études statistiques pour retrouver une année moyenne pour différents points qui sont le rayonnement solaire, le rayonnement lumineux, le rayonnement froid, la température, humidité d'air, la vitesse du vent et la température de l'eau froide. Donc le premier rayonnement solaire, bon, c'est compréhensible, pourquoi est-ce qu'on le met? Ça permet de calculer les apports, les ombrages, et aussi de dimensionner du coup derrière le système photovoltaïque. Donc ça c'est assez évident. Rayonnement lumineux, c'est pareil, mais pour les consommations d'éclairage. Donc ça veut dire que si une journée on n'a pas assez de rayonnement lumineux, donc d'éclairage naturel dans les locaux, du coup on va déclencher l'éclairage artificiel, et donc du coup on va induire des consommations. Ensuite on va retrouver le rayonnement froid, donc c'est le rayonnement, donc ça c'est un peu spécial, c'est moins intuitif, mais c'est le rayonnement qui va être de la Terre, donc du coup de chez nous, de la maison, vers la voûte céleste. Alors c'est un phénomène qu'on retrouve assez facilement, souvent en été, quand le soleil est vraiment très dégagé, et que on n'est pas forcément dans une période de canicule. Là on va avoir une grosse chute de température la nuit. Même si la journée il fait 30 degrés, paf, il suffit que la masse d'air soit pas forcément très chaude. Et là, du coup, c'est le rayonnement qui va prendre le dessus par rapport à la convection, donc par rapport aux échanges avec l'air. Et comme la voûte céleste est très froide, donc du coup, on a un échange thermique entre les deux.
vous rappelle, hein, la perte par rayonnement, en gros, pour pas rentrer trop dans le détail, c'est du epsilon, donc l'émissivité, sigma, une constante de Stefan Boltzmann, il me semble, fois l'écart de température, mais température puissance 4, d'accord? Donc il y a un ratio de puissance 4 entre la température de la voûte céleste et notre température à nous. Donc chaque degré d'écart va augmenter de façon, suivant une loi de puissance, hein, les déperditions. D'accord? Alors, ce rayonnement froid, on pourrait le prendre systématiquement comme ça la nuit, mais sauf que quand on a des nuits qui vont être nuageuses, il va être complètement, comment dire, pas sous-estimé, mais dire son impact va être beaucoup plus faible, hein, puisqu'en fait, on va plus du tout rayonner par rapport à la voûte céleste, mais on va rayonner par rapport au nuage qui va passer au-dessus de nous. Donc comme le nuage, lui, va être peut-être à 0 degré, je sais pas, 0,5 degré, moins quelque chose. Et du coup, ça n'a rien à voir avec les températures équivalentes qu'on pourrait retrouver avec la voûte céleste. Donc ce phénomène-là, on le retrouve pas mal, hein, notamment, c'est lorsqu'on a, hein, comme je disais, des ciels complètement dégagés. Là, en ce moment, en hiver, on peut l'avoir. Hein. La semaine dernière, alors, je sais pas si vous êtes toujours dans les Vosges, mais on avait un grand soleil, donc il fait super beau toute la journée. Par contre, la nuit, les températures descendaient très fortes, avec des gelées, voire des températures qui descendaient à -4, -5. Et ça, c'est clairement dû à ce phénomène-là, hein, vu qu'on n'a pas de nuages. Du coup, on rayonne vers l'espace. Ok, donc voilà. Donc ensuite, le point suivant, c'est température et humidité de l'air. Donc ça, c'est du classique. La vitesse du vent, on en a besoin pour connaître. Certainement, il doit y avoir un impact sur les échanges par convection avec l'extérieur. Ça, c'est possible. Et on va aussi en avoir besoin pour le Q4. Hein, puisque le Q4 va dépendre de la pression qui va venir frapper notre paroi. Hein. Donc, la pression va être complètement corrélée à la vitesse du vent. Et enfin, la température d'eau froide. Donc ça, c'est pas forcément intuitif non plus, mais ça va servir à calculer les consommations d'eau chaude sanitaire. En effet, en hiver, on peut avoir peut-être des températures d'eau froide à 5 degrés. Par contre, en été, on va passer à 15. Sachant qu'on va la chauffer à 65, vous comprenez bien que l'écart de température pour passer de 5 degrés à 65 ne va pas être la même que pour passer de 15 degrés à 55 plutôt, en température max. Et du coup, voilà, hein, plus ça va être froid, l'eau froide, plus on va consommer derrière en eau chaude sanitaire. Ok, donc ça, ce sont les paramètres. Donc ces paramètres-là, on va les retrouver dans un tableau et avec une valeur pour chacun de ces paramètres toutes les heures. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les données climatiques, sachant que voilà, hein, ça je vous ai déjà expliqué l'autre fois, on a 8 zones climatiques, hein, des zones assez importantes qui peuvent peut-être causer quelques soucis pour certains départements, là, notamment dans le centre où il y a quand même quelques écarts importants. Voilà. Ensuite, on va avoir donc tout ce qui est données d'occupation et d'usage. Donc, ce que ça veut dire, c'est vraiment dans cette partie-là qu'on va prendre en compte un comportement, usage et comportement moyen des occupants du bâtiment. Donc, par exemple, le scénario de température, comme on peut voir ici, pour le chauffage, va être fixé à 19 degrés de minuit à 10h, puis à 16 degrés de 10h à 18h. Et ensuite, on va repartir à 19 degrés. Voilà. Donc là, toutes les maisons, on va prendre exactement la même chose. On ne prend pas en compte le fait, par exemple, si on a des gens un peu plus âgés, ce qui se passe souvent, c'est que la température va monter un peu. 21, 22 degrés. Quand on a un enfant en bas âge, on a tendance un peu à chauffer un peu plus, quoi, pour pas que ça prenne froid. Donc voilà, ça c'est typiquement des types de scénarios qui vont se décaler de la réalité par rapport à ces comportements-là. Mais ça permet de comparer les maisons les unes aux autres. Donc voilà un petit peu l'idée, et ça, on va le retrouver pour beaucoup de choses, hein, c'est-à-dire d'occupation ou de présence.
scénario de ventilation, scénario d'éclairage, les besoins en eau chaude sanitaire. Et à ça, on va aussi ajouter tout ce qui est des apports internes, donc liés à la présence humaine. Donc à partir du moment où on va avoir des gens à l'intérieur, on va aussi dégager de la chaleur. On va avoir des apports d'humidité. On va avoir aussi des apports de chaleur et d'humidité liés aux équipements. Hein, le frigo, quand il tourne, c'est une pompe à chaleur. Vous avez vu le principe l'autre fois, il y a un côté qui fait du froid, mais l'autre côté, il va nous sortir du chaud. Donc cette chaleur-là, il va falloir la prendre en compte aussi dans nos apports. Donc voilà, ce que je mets à la fin, c'est que tous ces scénarios-là, on va les retrouver à la fin de la méthode PHBCE. Donc il y a des grands tableaux, voilà, de ce type-là, avec des 1 et des 0 partout pour chacun des scénarios, pour chacun des types de bâtiments. Donc il y en a plein partout. Et à chaque fois, donc ce que vous retrouvez, ça va être les jours de la semaine ici en fonction des heures, et on met des 1 ou des 0. Donc soit le 1, on prend une valeur. Ici, si je prends un scénario de chauffage, ici, donc en normal, on va se mettre à 19, donc c'est le 1. Et le 16, du coup, ça va être le 0. Voilà, donc là, du coup, on retrouve le scénario qu'on avait. Hein. Voilà, jusqu'à 10 heures, hop, on a des 1, donc on a 19. Ensuite, on passe à 0 sur la journée, et on vient redescendre à 16 degrés. Puis on repasse à 1, donc 19. Donc faites attention, tous les jours ne sont pas les mêmes. Le week-end, on est à 1, 24, 24, puisqu'on suppose que les gens sont présents toute la journée. Et pareil le mercredi après-midi, là, il y a une plage où on passe à 1 aussi. Donc voilà un petit peu pour information, hein, c'est pas à apprendre par cœur, hein, je ne vais pas vous embêter avec ça après. Mais par contre, il faut comprendre ce qui se passe derrière. Si on veut bien l'utiliser, si on n'a pas compris comment ça tournait, ça devient plus compliqué, quoi. Voilà. Donc là, après, on va retrouver d'autres données d'entrée, hein, un peu plus générales. Donc tout ce qui est, on va choisir le climat, l'altitude. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Définir l'enveloppe du bâtiment, tous les systèmes, production d'électricité, eau chaude sanitaire, les systèmes de ventilation, enfin tout ce qui fait une maison. Hein, on a plein de choses pour intégrer ça, et ça se passe à la fin de la réglementation thermique cette fois. On sort un petit peu de la THBCE. Et là, on va avoir différents fascicules, notamment les THU qui sont assez intéressants, puisqu'on va retrouver tout ce qui est matériaux, pont thermique, parois vitrées, parois opaques, donc toutes les, ça un peu plus tard, toutes les propriétés thermiques des matériaux. Hein. Donc ça va permettre de faire rentrer voilà, toutes ces données-là dans l'étude. Donc voilà, donc données d'entrée, on va retrouver les vitrages. Donc quelques points importants. Donc ça, c'est pour calculer un UW, vous connaissez. Hein. On va avoir le U du vitrage, le U de la fenêtre, le pont thermique qui va passer dans le cadre, d'accord. Tout ça pondéré par leur surface respective, et on retrouve le UW. Donc ça, normalement, c'était fait avec Eric Mougel. Et il vous a certainement parlé aussi de facteur solaire, d'accord. Donc souvent, on prend un facteur solaire global, pas ici, dans la réglementation thermique. C'est un peu plus précis, on va avoir 3 facteurs solaires, d'accord. Sachant que le SW total, hein, ça va être le facteur solaire total, va être la somme de SW1 plus SW2 plus SW3. Alors qu'est-ce que c'est que ces SW1, 2 et 3? Le 1, ça va prendre en compte le transfert radiatif par rayonnement direct à courte longueur d'onde, hein, puisqu'on est à la longueur d'onde du Soleil. Donc voilà, c'est cette partie-là qu'on va prendre en compte. On va avoir un deuxième qui va être l'émission propre de la fenêtre, puisque là, le soleil, en venant taper dans le vitrage, le vitrage va absorber une partie de la chaleur. Et cette partie de la chaleur là va faire monter en température du coup notre vitrage, et on va avoir un rayonnement propre de celui-ci. D'accord? Donc ce rayonnement propre, ça va être un rayonnement de grande longueur d'onde, puisque là on va se rapprocher des températures ambiante, hein, on va être un peu plus que 20 degrés. Un triple vitrage, par exemple, il peut monter pas loin de 40 degrés vraiment en plein soleil, quoi, en plein hiver, hein, sur la paroi intérieure. Donc ça peut quand même chauffer fort. Hein. Donc voilà, donc ce rayonnement-là, ça va s'appeler le SW2. D'accord? Voilà, et enfin on a un SW3, donc de temps en temps on a des lames d'air ventilées qui viennent se mettre pour créer un phénomène convectif. Bon, j'en vois quasiment jamais.
Mais voilà, il faut savoir que ça existe. Donc, voilà, le facteur solaire total, c'est la somme des trois. Ici, on a un exemple d'implémentation d'un vitrage dans le logiciel de thermique. Donc on a SW ici, vous voyez, qui va être égal à la somme de SW1, 2 et 3. Donc on a cette valeur-là en hiver, on a aussi une valeur en été, et on a aussi une valeur avec protection. Donc vous voyez que les valeurs changent un petit peu entre hiver et été. C'est lié au fait qu'on n'est pas au même régime de température. Du coup, les propriétés du vitrage vont bouger un petit peu, mais bon, dans l'ordre de grandeur, on va être à la même chose. Normalement, il n'y a pas d'écart important. Mais bon, la réglementation nous fait quand même prendre une valeur pour un cas hiver et un cas été. La grande différence, ça va être avec protection, puisque si vous vous souvenez bien, le SW1 va être le coefficient de transfert en direct. Donc si on met une protection du coup des volets, on va se retrouver avec ce transfert radiatif ici qui va être arrêté. Du coup, on passe à SW1 qui est égal à 0. Et un SW2 ici qui reprend une autre valeur. Et qui restera proche des autres avant. Et SW3, dans cette fenêtre-là, il reste à 0. Je vous dis, on ne connaît pas trop. Il y a assez peu de fenêtres avec ces technologies-là. Un autre petit paramètre ici, il y a le TL global. En fait, ça, c'est le facteur de transmission lumineuse. Voilà, donc là, c'est comment est-ce qu'on fait passer la lumière. L'autre, c'est pour la chaleur. Ici, c'est bien pour la lumière. D'accord. Voilà, bon, de toute façon, il y a toute une bibliothèque de vitrage avec données par des fabricants. Et voilà, vous n'avez juste normalement qu'à charger le vitrage. Il vous chargera ses propriétés. Mais bon, il faut quand même savoir ce qui se passe un peu derrière. Hop, donc les données d'entrée, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc on a toute une liste de matériaux. Donc ça c'est matériaux et juste après on va avoir des éléments. Alors il y a une petite différence entre les deux, il faut la connaître. Matériaux, vous voyez, on a le ρ, lambda, Cp, plus les coefficients de transfert d'humidité. Donc c'est les propriétés thermophysiques qu'on appelle, alors que dans les éléments, par contre, là on a des résistances thermiques. Donc éléments, c'est ce qu'on va appeler des blocs, par exemple, de parfum. Le problème ici, c'est que, enfin, là c'est moins un problème, parce que ici on est dans les matériaux qui vont être continus. D'accord. Si on prend du bois, ou du béton, on peut considérer que c'est complètement homogène. Même si en zoomant, on verra que c'est poreux. Voilà. Et par contre, on a des propriétés quand même équivalentes. On a juste qu'à prendre l'épaisseur et les résistances vont être proportionnelles aux épaisseurs. Ça, c'est pas un problème. Par contre, ici, ça va dépendre de la géométrie à l'échelle macroscopique. Et du coup, c'est compliqué d'aller. Enfin, c'est pas si compliqué que ça pour ces éléments-là, c'est assez simple. Mais ça peut devenir compliqué si on a des éléments plus complexes, de recalculer un lambda, ρ, Cp équivalent. Donc on nous donne directement la résistance thermique pour ce type de choses. Voilà. Bon, je précise parce que il faut vous intégrer ça aussi, parce qu'après quand vous êtes sur le logiciel et que vous allez chercher un bloc de parpaing de ce type-là, je sais pas, un bloc creux, n'allez pas le chercher dans les matériaux, vous le trouverez pas. Il faudra bien les chercher dans les éléments. Voilà. Donc c'est juste pour information. Les ponts thermiques, donc pour ceux qui ont fait les TP sur COMSOL multiphysique, vous êtes des experts normalement. Donc comment est-ce qu'on recalcule un pont thermique ? Je vous rappelle, c'est par modélisation, donc souvent par élément fini. Avec Eric Mougel, vous avez certainement travaillé un petit peu sur le logiciel Flixo. Voilà. Donc c'est un logiciel qui permet de faire de l'élément fini de façon simplifiée, et donc ce n'est pas comme ce qu'on avait fait sur COMSOL, où nous, on avait dû aller chercher les intégrales pour calculer les flux, etc. Là, on rentre la géométrie. Flixo, on a juste qu'à dire quel côté est le chaud, quel côté est le froid. Et Flixo, normalement, nous fait le calcul automatiquement. Donc voilà, il n'y a pas de souci particulier. Il faut rentrer la géométrie, il nous fait le calcul. Sachant que ça, c'est pas systématique. Normalement, on va calculer les ponts thermiques, mais peut-être pour des maisons type passives. Maintenant, pour des maisons type RT 2012, enfin niveau, on va dire RT 2012 de base, il n'y a pas forcément besoin. On a toute une bibliothèque
dans la réglementation thermique qui nous permet d'aller chercher des valeurs, des valeurs de psi. Voilà. Donc on va chercher les différents cas et on retrouvera donc nos ponts thermiques, ça y a aucun problème. Les calculs sont faits. Si on n'en a pas de fait, on peut toujours aller les recalculer, ça c'est possible. Donc voilà pour la partie 2. Allez, je vous invite à passer à la partie 3.